Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de débuter un nouveau cycle de conférences du Jardin des Sciences dans un domaine qui m'est familier, l'astronomie, et plus particulièrement sur notre satellite naturel. Vous savez, c'est cet astre qui est le plus proche de nous, là-bas, à 384 000 km. La Lune, on l'aime bien, on aime bien l'observer, on la voit à l'œil nu, c'est sympa, mais il y en a d'autres qui aiment bien l'explorer. Donc ça tombe bien parce que la Lune fait parler d'elle dans l'actualité, hein, si vous suivez un peu, avec une nouvelle mission Artemis. Et d'ailleurs, pendant qu'on se parle, là, normalement, si tout va bien, le module Orion est en train de tourner autour de la Lune. Ce matin, il devait y avoir un lancement d'un petit rover des Émirats arabes unis, mais apparemment le report a été décidé. Ceci dit, pour juste une petite info et rebondir sur le cycle, la personne qui a choisi le lieu d'atterrissage de ce rover sur la Lune est Jessica Flao, et avec son équipe, et c'est elle qui sera là la semaine prochaine pour nous parler plus en détail de cette géologie lunaire. Mais la Lune, elle fait à la fois rêver. Alors je ne sais pas, tiens, un petit sondage, on va faire un petit sondage. Combien vous y étiez en juillet 1969 devant votre télévision pour voir les premiers pas de Neil Armstrong? C'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça prouve que les passionnés sont là. Parce qu'en fait, je pense que ça soit moi ou notre invité, on a quelque part mis les pieds dans l'astronomie et le spatial grâce à ce moment-là. Parce que moment émouvant, moment important, qu'on attend peut-être encore avec Artemis, hein, avec impatience. Et puis tout ça, c'est une belle aventure à la fois humaine, technologique et aussi scientifique, parce qu'on l'oublie parfois. Aller sur la Lune, c'est aussi faire de la science. D'ailleurs, vous le savez, ça va faire bientôt 50 ans, le 14 décembre prochain, que le dernier des 12 astronautes est parti de la Lune. Et c'était un géologue, c'était le seul scientifique parmi le corps des astronautes. Donc là, on voit qu'il y a quand même un intérêt de faire de la géologie sur la Lune. Et c'est ce que notre invité va nous raconter ce soir, cet apport scientifique, comment on fait de la science avec l'exploration spatiale. Il est passionné donc, des missions Apollo, et normal, il est comme nous, il a assisté aux premiers pas. Et puis, très jeune, notre invité s'est intéressé à la géologie. Alors, il parcourait tous ces chers terrains du sud-ouest pour en apprendre un petit peu plus sur les cailloux qui se trouvent là-bas. Puis un jour, il s'est dit peut-être que c'est plus intéressant d'aller voir ce qui se passe là-haut sur la Lune, parce qu'il y a des endroits, il y a des cratères qui portent des noms symboliques, et on peut étudier à la fois la croûte, le volcanisme de cette surface lunaire. C'est son métier, et ce métier, c'est la spectroscopie aussi, c'est-à-dire qu'on étudie à distance la composition de ces roches lunaires, de cette régolithe et autres matériaux que l'on trouve sur la Lune. Donc Serge Chevrel, je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes astronome à l'Institut d'astrophysique et de planétologie de l'Observatoire du Pic du Midi et de Toulouse, et également donc professeur à l'Université Paul Sabatier. Je ne vais pas être plus long, simplement on va vous dire que, comme de coutume, nous aurons une série de questions à la fin, mais on va un petit peu plus vous donner un conseil aujourd'hui. Restez, s'il vous plaît, jusqu'à la fin, parce que nous avons une surprise. Ce n'est pas Neil Armstrong, hein, il n'est plus là. Voilà. Bonne soirée. Merci. Merci bien. Alors, entre 1969 et 1972, il y a eu 6 missions sur la Lune, 12 astronautes ont marché sur la Lune, tous des Américains. Vous avez ici les sites d'alunissage qui sont montrés. Donc, par 6 fois, ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour avoir déclenché quelque chose de nouveau. Avant les missions Apollo, on ne connaissait pas la Lune. Et à partir des roches qui ont été ramenées lors de ces 6 missions, on a fait des progrès énormes sur nos connaissances de la Lune. Et c'est ce que je voudrais vous montrer ce soir, en mêlant un petit peu l'exploration lors des missions Apollo, le côté un petit peu technique et humain, et aussi le côté scientifique. Alors pour aller sur la Lune, à l'époque, on a utilisé 2 vaisseaux qui étaient envoyés vers la Lune avec la fusée Saturne V,
qui est restée pendant très longtemps, jusqu'au 16 novembre dernier, la fusée la plus puissante jamais lancée de la Terre. Elle a été battue le 16 novembre dernier par la fusée de la mission Artemis, le Space Launch System, qui est une fusée aussi grande que la Saturne V et plus puissante que la Saturne V. Donc, en haut de cette Saturne V, il y avait les vaisseaux qui vont nous intéresser pendant cette conférence. D'abord, un premier vaisseau qu'on appelle le CSM, qui est divisé en deux parties. Vous avez une partie conique en haut dans laquelle se situe l'équipage au moment du décollage. Et puis en dessous, une partie cylindrique avec une grosse tuyère qui dépasse. C'est la partie moteur auquel l'équipage n'a pas du tout accès. Et puis il y a un deuxième vaisseau qui est très important, c'est celui qui va permettre de se poser sur la Lune. C'est le module lunaire, lui aussi divisé en deux parties. Un étage supérieur dans lequel vont prendre place 2 des 3 astronautes qui étaient dans la capsule en haut et qui vont descendre sur la Lune, et une partie inférieure qui comporte le moteur qui va permettre de se poser sur la Lune. Et vous voyez que la partie supérieure comporte aussi un moteur qui va permettre de repartir de la Lune. Alors les 3 astronautes au départ, ils sont dans la partie conique que l'on voit en haut, c'est la partie en rouge ici. Vous voyez, la fusée au départ, elle fait 3000 tonnes et il n'y a que la partie rouge qui revient sur Terre. Tout le reste est abandonné en cours de mission. Il n'y a que cette partie qui revient. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toutes ces capsules Apollo sont présentées dans des musées, principalement aux États-Unis. Donc vous avez ici en image ces 2 vaisseaux. Alors, je ne vais pas détailler le décollage, tout ça. Ces 2 vaisseaux sont envoyés vers la Lune. Vous avez la Terre qui est vers la gauche ici. Et évidemment, on a calculé la trajectoire de façon à ce qu'elle soit interceptée par l'orbite de la Lune. Donc la Lune se présente à un moment devant la trajectoire. Et à ce moment-là, on va effectuer une manœuvre. On va passer ici un point qui est important, si j'arrive à vous le montrer. Voilà, c'est ce point. J'arrive pas à vous le montrer. Si, normalement, ça a marché tout à l'heure, on a fait une test. Voilà. Ce point ici, qui se trouve derrière la Lune, vous avez le vaisseau ici qui présente son moteur comme ceci. On va freiner et ce freinage va permettre de se placer en orbite autour de la Lune, à peu près à 110 km d'altitude. C'est une orbite circulaire. Au départ, elle n'est pas circulaire, mais ensuite, elle est circularisée. Ensuite, donc, 2 des 3 astronautes vont passer dans le module lunaire. Les 2 vaisseaux vont se séparer. Le vaisseau Apollo, lui, donc le CSM, va rester en orbite autour de la Lune. Il ne bouge pas. Par contre, le module lunaire va effectuer la descente vers la Lune. Donc il va allumer son moteur une première fois pendant 30 secondes pour descendre au point le plus bas qui est à 15 km. Et une fois qu'il sera à 15 km d'altitude au-dessus de la Lune, il va rallumer son moteur une deuxième fois, et cette fois-ci de façon continue, jusqu'au moment où il va se poser sur la Lune. Okay. Alors on appelle ça la descente propulsée sur la Lune. Elle débute donc à 15 km d'altitude. Il y a plusieurs phases pendant lesquelles le module lunaire prend des altitudes différentes. Vous voyez, au départ, il est un petit peu couché, il est en phase de freinage maximal, et puis très vite, il va se redresser, et à partir de 2000 mètres, on passe une zone imaginaire qu'on appelle la high gate, la porte haute, et à partir de ce moment-là, il se met à la verticale, et il ne va plus quitter la verticale comme ça jusqu'au moment du touchdown, c'est-à-dire au moment du posé sur la Lune. Il y a différentes phases, phase de freinage, d'approche, posée, etc. Tout ça est automatisé, mais vers la fin, quand même, c'est l'astronaute, le commandant, qui choisit de se poser exactement là où il veut. Il a un système de repères qui permet de choisir exactement l'endroit où il veut poser son vaisseau. Si à tout moment, il y a un problème pendant la descente, on allume le moteur de remontée de l'étage supérieur, et on repart en orbite pour rejoindre le vaisseau Apollo. Voilà. Et évidemment, l'étage inférieur, lui, va aller s'écraser sur la Lune. Donc là, on est allé très vite sur la Lune. Évidemment, ça prend 3 jours, tout ça, plus encore une journée
avant la descente. Le premier équipage à s'être posé sur la Lune, c'est la mission Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. La date, tout le monde s'en souvient, c'était le 20 juillet 1969. À Paris, c'était 21h et quelques le soir. Et quelques heures après, c'est 4 heures du matin, ici en France, Neil Armstrong est descendu et il a commencé à faire ses premiers pas sur la Lune. Pour nous, c'était le 21 juillet, mais pour les Américains, c'était encore le 20 juillet. C'est pour ça qu'on voit souvent dans les ouvrages que la date d'alunissage, c'est le 20 juillet. En fait, pour nous, c'était déjà le 21. Dès que Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a ramassé un échantillon au hasard et il l'a mis dans sa poche. Et ensuite, il a fait le tour du module lunaire pour voir s'il n'y avait pas de problème. S'il avait découvert un problème sur le module lunaire, il serait remonté aussitôt et le module lunaire serait reparti en orbite. Mais s'il était revenu sur Terre sans un échantillon de la Lune, il se faisait tuer par les géologues qui avaient préparé la mission. Donc il avait intérêt à faire ça. Donc, alors heureusement, ça s'est bien passé pour le module lunaire. Ils ont pu séjourner sur la Lune. Première mission technique. Pas de science, beaucoup. Pour Apollo 11, il était prévu de ramasser quelques échantillons documentés, c'est-à-dire avant qu'on ramasse un échantillon, on le photographie, on le documente, etc. On le met dans un sac numéroté. Armstrong, en fait, n'a pas eu le temps de faire ça. Il a pris des échantillons un petit peu en vrac, mais il a quand même bien choisi ces échantillons. Les astronautes n'étaient pas autorisés à s'éloigner de plus d'une cinquantaine de mètres du module lunaire. Alors Neil Armstrong, quand même, il s'est échappé. On voit ici des traces de pas. Alors en fait, ce n'est pas vraiment les traces de pas, c'est quand on marche dans le régolithe lunaire, on fait une trace un petit peu comme dans la neige. Et actuellement, on a une sonde américaine qui est en orbite depuis 2009, qui s'appelle Lunar Reconnaissance Orbiter, et qui fait des images détaillées de la Lune où l'on voit des détails de l'ordre de 50 cm. Et donc on voit ici le module lunaire, on voit même ici les instruments qui ont été déposés par les astronautes, et on voit leur parcours ici sur... Donc le module lunaire était arrivé comme ceci, et Armstrong avait dû faire une petite manœuvre d'évitement, en fait, pour éviter ce cratère. Et en bon pilote, il est allé le voir, et il a pris cette photo ici, alors qu'il n'aurait pas dû. C'est une fois qu'on a développé la photo, qu'on lui a dit, dis donc, Neil, tu t'es éloigné à plus de 50 mètres du module lunaire. Mais bon, c'était Neil Armstrong, on n'allait pas l'embêter pour ça. Donc, mission, on va dire, technique, mais on va voir qui quand même a été importante. Alors, ils ont ramassé surtout un type de roche qu'on appelle des basaltes. Alors, je vous reparlerai tout à l'heure des basaltes. Ils en ont ramené au total à peu près 21 kilos. Ces basaltes, ils sont très vieux. Ils ont entre 3,9 et 3,5 milliards d'années. Et ça a permis déjà d'avoir une première connaissance des âges d'un certain type de roches qui constituent les mers lunaires sur la Lune. Donc c'était déjà quand même quelque chose d'important. Ils ont ramassé aussi du sol lunaire. Alors le sol lunaire, c'est toute la fraction de ce qu'il y a sur la surface qui est supérieure, qui est inférieure au centimètre. Et là, on voit des fragments de roches. Alors, on voit évidemment beaucoup de fragments de basalte. C'est normal, ils se sont posés dans un endroit où il y avait des basaltes. Mais on a trouvé aussi un type de roche qui est très particulier, qu'on appelle des anorthosites. Alors, le mot est lâché. Vous allez en entendre beaucoup parler dans la suite de cette conférence. Une anorthosite, c'est une roche qui est composée entre 80 et 100% d'un minéral qui est le feldspath. Le feldspath, c'est un minéral que tout le monde a vu. Quand vous regardez un granit, vous avez des minéraux, un type de minéral qui est assez carré, long, blanc. C'est ça du feldspath, c'est un plagioclase. Et quand vous avez une roche qui est constituée uniquement, quasiment de ce seul minéral, on appelle ça une anorthosite. Okay. Donc on a trouvé des anorthosites sur le site d'Apollo 11. Et là, la question s'est posée, d'où est-ce qu'elles viennent? Que viennent faire les anorthosites qui n'ont rien à voir d'un point de vue génétique avec la formation des basaltes. C'est quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce qu'elles font là? C'était la question qui était posée. Alors, il faut savoir que la mission Apollo 11 s'est
posés dans une mer lunaire, donc tout ça c'est des basaltes, mais en périphérie ici de ce qu'on appelle les highlands lunaires. Quand vous regardez la Lune, vous voyez que la Lune, vous avez des parties sombres, ce sont les mers lunaires, et des parties claires qu'on appelle les highlands, qui sont très cratérisées. Et ça représente la croûte lunaire. Il n'y avait qu'une seule explication, c'est que ces anorthosites, en fait, venaient des highlands. Donc vous avez des impacts ici qui se font, et elles vont envoyer des fragments ici, au niveau de la mer, et c'est pour ça qu'on les retrouve dans les sols d'Apollo 11. Donc on s'est dit, l'anorthosite est la roche représentative sûrement des highlands. Les highlands sont clairs, l'anorthosite c'est quelque chose qui est blanc, le feldspath c'est blanc. D'ailleurs en fin de conférence, j'ai une anorthosite dans ma poche, vous pourrez venir la regarder si vous voulez. Alors elle n'est pas lunaire malheureusement, elle est terrestre, mais ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qu'il y a sur la Lune. Le problème, c'est comment on peut avoir un type de roche qui est de l'anorthosite dans quasiment tous les highlands. Et là, il a fallu inventer une théorie en fait, pour expliquer ça. Donc là, je vous remontre la Lune avec donc, les mers et les highlands, ici. Et la question, ça a été comment est-ce qu'on fabrique ces anorthosites. Et là, on n'a pas le choix, il n'y a qu'une seule théorie qui marche, c'est la théorie de l'océan de magma global. Alors, attention, c'est une partie un petit peu géologique, on va dire, de la conférence, peut-être la partie la plus pointue, mais vous allez voir, ça va passer, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie? Elle suppose qu'à un moment, sur la Lune, il y a eu un océan de magma global qui faisait entre 400 et 600 km de profondeur. Donc quelque chose de liquide, comme une lave que vous voyez sortir d'un volcan. Et puis cet océan de magma va se refroidir, et quand on fait ce refroidissement, on va avoir des premiers minéraux qui vont apparaître, qui vont constituer ce qu'on appelle la phase solide, et ces minéraux contiennent du fer et du magnésium. Ce sont des pyroxènes et des olivines. Ces minéraux qui se forment sont plus denses que le magma le liquide dans lequel ils se forment. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont descendre. Okay. Et puis lorsqu'on a fait à peu près 70% ou 80% de la cristallisation, on a cette fois-ci un autre minéral qui apparaît et qui justement est le plagioclase, qui lui contient du calcium et de l'aluminium. Il est plus léger que le liquide dans lequel il se forme, donc il va avoir tendance à flotter. Et quand on a fini de solidifier cet océan de magma à 100%, eh bien, vous allez avoir toute une partie supérieure qui est faite d'anorthosite. Voilà comment elle explique la présence des anorthosites au niveau des highlands lunaires. Et ça forme ce qu'on appelle la croûte des highlands qui s'est formée il y a à peu près 4,4 à 4,3 milliards d'années. Donc là, je vous ai donné le schéma rapide. Peut-être que Jessica, la semaine prochaine, Flao, vous donnera un petit peu plus d'explications sur cet océan de magma. Une fois qu'on a fabriqué la croûte anorthositique, le bombardement météorique est encore très intense au niveau de la Lune et de la Terre. C'est même les astéroïdes quasiment qui viennent percuter la Lune et la Terre. Et donc on va faire de très grands cratères d'impact qui peuvent faire jusqu'à 1000 km de diamètre et plus. On appelle plus ça des cratères, mais on appelle ça des bassins d'impact. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouer ici toute notre croûte anorthositique qu'on vient de fabriquer en faisant des cratères d'impact, des bassins d'impact. Et on en connaît à peu près une quarantaine sur la Lune. La phase suivante, c'est qu'au niveau ici du manteau, ici, c'est-à-dire dans la zone où on a les minéraux les plus lourds qui se sont mis en place, c'est encore chaud. Donc on va avoir de la fusion partielle. Donc on va avoir des magmas qui vont se créer. Et ces magmas, eh bien, ils vont essayer de remonter vers la surface. Alors s'ils essayent de remonter ici vers la surface, en général, ils ont du mal à passer. Et en fait, ils sont bloqués dans la croûte anorthositique. La croûte anorthositique ne les laisse pas passer. Par contre, si le magma arrive au niveau d'un bassin d'impact, la croûte est plus mince, donc elle est plus facile à traverser. Et puis quand vous avez fait un bassin d'impact, eh bien, vous avez aussi fait beaucoup de fracturation en dessous, ici. Donc les magmas vont
emprunter cette fracturation pour déboucher sur le fond des bassins d'impact. Et petit à petit, au fur et à mesure, ces bassins d'impact vont être remplis par des laves, et c'est ça qui va former les mers lunaires. Okay. Donc on a l'explication aussi pourquoi les mers lunaires sont circulaires. Et bien, c'est parce qu'elles remplissent en fait des dépressions. Donc voilà en gros comment se forme la croûte lunaire, l'orthositique, et les mers lunaires qui sont constituées de basalte. Okay. Donc on a ici l'exemple de la mer de la Tranquillité, où Apollo 11 s'est posé. Donc si je reprends un petit peu les affaires, on forme une croûte anorthositique, on crée des bassins d'impact. Je vous montre ici par exemple le bassin d'impact Imbrium qui fait 1000 km de diamètre. Il s'est formé à peu près il y a 3,85 milliards d'années. Tout ce qui est en bleu ici, c'est l'éjecta qui s'est formé lors de la création de ce bassin. C'est-à-dire qu'on a pris du matériau ici et on l'a éjecté tout autour et à la place on a une cavité. Et puis quelques temps après, ces bassins d'impact sont remplis par des laves et c'est ce qui forme les mers lunaires, ce que vous avez ici en rouge. Donc vous voyez bien que les mers, ça remplit des dépressions circulaires, ça remplit des bassins d'impact. On appelle ça le volcanisme des mers, la mise en place de ces basaltes. Et ce volcanisme des mers, il s'est situé à peu près entre 4,2 milliards d'années et 2,5 milliards d'années. À 2,5 milliards d'années, la Lune est trop froide, il n'y a plus de magma qui se forme en profondeur et le volcanisme des mers cesse, il s'arrête. Et le pic d'activité, c'est à peu près vers 3,6 milliards d'années. On va dire que la majorité des mers lunaires se mettent en place il y a 3,6 milliards d'années. Alors il faut bien voir que le volcanisme des mers n'est pas lié à l'impact, à la formation du bassin. On trouve souvent cette erreur dans des ouvrages de vulgarisation où on dit qu'il y a le bassin d'impact qui se forme et ça crée la mer lunaire. Non, pas du tout. On fabrique les bassins d'impact et puis il y a un temps d'arrêt sur la Lune d'à peu près 200 millions d'années. Il faut attendre que l'intérieur de la Lune, qui c'est encore chaud, produise des magmas et que ces magmas ensuite arrivent en surface et remplissent les bassins. Donc ça se fait en 2 temps. Okay. M'avez-vous suivi jusque-là? Bon, c'était la partie la plus difficile et la plus scientifique de la conférence. Donc vous avez passé le cap. En fait, c'est bon. Ensuite a lieu la mission Apollo 12. Apollo 12 aussi, on n'était pas encore très sûr pour poser des modules lunaires. On était encore dans une phase technique. Mais bon, Apollo 11 s'était bien posé, mais il s'était quand même posé 6 km plus loin que l'endroit prévu. Ce qui était embêtant, parce que pour les missions suivantes, on comptait aller dans des endroits qu'on allait explorer pour la géologie, et si vous décidez de vous poser à un endroit et puis que vous vous posez à côté, c'est loupé. Okay. Donc il fallait apprendre à faire un alunissage de précision. Et pour motiver en fait les astronautes à faire ça, eh bien, on a décidé de les poser près d'un endroit où s'était posée une sonde automatique quelque temps avant. Et là, ils se sont posés exactement à moins de 200 mètres de ce point cible. Et ça a été un grand moment dans le programme Apollo parce qu'on s'est dit, ça y est, maintenant on est capable de poser un module lunaire exactement, quasiment là où on veut. Et donc on va pouvoir explorer des sites géologiquement intéressants, on ne va pas les louper. Okay. Les astronautes ont fait 2 sorties sur la Lune. Ils étaient dans une mer lunaire aussi, ils étaient dans l'océan des tempêtes en fait, et évidemment ils ont ramassé des basaltes. Mais ils ont ramassé des basaltes plus jeunes que ceux qu'on avait trouvés lors de la mission Apollo 11 et d'une chimie différente. Donc là, on a commencé à voir que le volcanisme des mers, il était varié. En fait, ce n'était pas partout les mêmes basaltes. Et on sait aujourd'hui que le volcanisme des mers lunaire est extrêmement varié. Et ça veut dire qu'il y a des sources en profondeur qui étaient de composition très variées. Et c'est encore des questions qu'on se pose. Pourquoi y a-t-il une si grande variation dans la composition des basaltes qui ont formé les mers lunaires. Et puis, comme je vous l'ai dit, bon, il y a une photo célèbre, des plus célèbres qui a été faite sur la Lune, c'est quand ils sont allés récupérer des morceaux de cette sonde qui s'était posée 2 ans et 7 mois avant eux. Ils ont ramené ces morceaux sur Terre pour voir un petit peu comment avaient vieilli les optiques, l'électronique de la caméra. Ils ont ramené en fait la caméra de la sonde sur Terre. Donc c'était
des choses intéressantes pour les ingénieurs. Ensuite, on est passé à Apollo 14. Bon, vous savez qu'Apollo 13, malheureusement, il y a eu un accident entre la Terre et l'alunissage n'a pas pu avoir lieu et les astronautes sont rentrés en catastrophe sur Terre. Ils devaient se poser sur le site de Framoro. C'est un site qui était très énigmatique à l'époque pour les géologues qui travaillaient sur la Lune. Il y avait un type de matériau là, dont on ne savait pas exactement ce que c'était. Donc il fallait aller voir. Et donc c'était tellement important qu'on a décidé que Apollo 14 sera reprogrammé pour ce site, tellement il est intéressant sur le plan scientifique. C'était Alan Shepard et Edgar Mitchell qui étaient aux commandes. Ils se sont posés ici, là, le point rouge vous montre le monde lunaire. Ils se sont posés à peu près à 1250 mètres d'un cratère, qui est le cratère Cone ici, qui a un diamètre de 370 mètres. Et le but, c'était d'arriver jusqu'à ce cratère et d'observer de près, pour la première fois, un grand cratère d'impact, ce qui intéressait les géologues pour comprendre les processus d'impact sur la Lune. Okay. Alors, on les a envoyés dans une région quand même qui était très énigmatique, mais vous voyez, on est dans la région bleue, ici, de l'éjecta du bassin Imbrium. Et ça veut dire que là, vous avez des roches qui viennent de la profondeur, de très profond. Donc, on allait avoir des renseignements sur l'intérieur de la croûte profonde lunaire. Okay. Donc, objectif, le cratère. Alors, ce qu'il faut savoir dans un cratère d'impact, quand on forme un cratère d'impact, vous avez ici à gauche un cratère. Qu'est-ce que c'est qu'un cratère? C'est une surface qui est originellement plate, qu'on appelle la cible, et puis vous avez un projectile qui va arriver à grande vitesse, ce sont des vitesses cosmiques, c'est de l'ordre de 20, 25, voire 30 km par seconde. Évidemment, quand ça arrive ici, ça fait des dégâts. Ça va commencer à prendre les roches qui sont près de la surface et ça va les éjecter très loin du cratère. Et puis au fur et à mesure que la cavité progresse, on a de moins en moins d'énergie et évidemment, au bout d'un moment, la cavité va cesser de progresser. Et les dernières roches que l'on va éjecter, les roches bleues ici, vont être éjectées avec des vitesses plus basses que celles qui étaient au-dessus et avec des angles d'éjection qui sont aussi différents. Et vous allez les retrouver ici en bordure du cratère. Donc vous voyez que la stratigraphie ici, qui fait passer des roches rouges aux roches bleues, vous la retrouvez ici. Donc sur la Lune, ce n'est pas la peine d'aller faire des forages. Les cratères d'impact, ils ont fait le boulot. Donc il suffit d'aller près d'un cratère d'impact pour voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Et évidemment, c'est ce qui intéresse les géologues. Quand on va dans une mer lunaire, on voit les basaltes qui se sont posés en dernier, mais on ne voit pas ce qui sont posés avant. C'est ça qui est intéressant pour les géologues. C'est savoir si, au cours du temps, les basaltes ont des compositions différentes, s'il y a eu des grands moments d'arrêt entre chaque émission de basalte en surface. Tout ça, ça permet de raconter le volcanisme en fait, d'une mer lunaire. Okay. Donc, ce que faisaient souvent les astronautes des missions Apollo, c'est ce qu'on appelle un échantillonnage radial, c'est-à-dire que vous partez loin du cratère, vous vous rapprochez et vous ramassez des roches qui viennent de plus en plus profondes. Okay. C'est bon? Okay. Donc, mission de Shepard et de Mitchell, faire l'échantillonnage radial en arrivant comme ceci. Manque de chance, ici on ne le voit pas, mais le terrain est très accidenté. Vous avez toute une série ici de vallées avec des crêtes. Et les deux astronautes, en fait, sur leur chemin, ils se sont perdus. Alors, ils se sont vraiment perdus. Et ils ne sont jamais arrivés au cratère. Alors, vous allez dire, comment on fait pour louper un cratère comme ça? En fait, si on peut le louper, parce qu'ici, il y a une dernière crête. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils se fatiguaient. Et à un moment, la NASA a dit bon, les gars, vous commencez à puiser trop d'oxygène dans vos réserves, vous êtes fatigués, il faut redécoller le lendemain matin. Nous, on ne veut pas les astronautes fatigués au moment d'un décollage, donc vous revenez au module lunaire. Ils n'ont jamais vu le cratère. Ils étaient un petit peu fous de rage quand ils se sont aperçus, quand on a regardé les photos, qu'il suffisait qu'ils fassent 30 mètres de plus, la dernière crête, et ils auraient vu le cratère. En fait. Et ce cratère, il était vraiment caché par une espèce de ride. C'est pas pour rien qu'on l'appelait le cône cratère. C'est un véritable cône, en fait, profond. Il fallait être au bord
en fait, pour le voir. Donc ils n'ont pas fait l'échantillonnage complet, mais bon, les géologues quand même étaient contents parce qu'ils sont arrivés à peu près par ici. Et ils avaient quand même les échantillons qui venaient de la profondeur. On voit ici Mitchell avec sa carte, là, complètement perdue. Alors en plus, pour la première fois, on s'est retrouvé sur la Lune avec des astronautes qui n'étaient pas d'accord entre eux. C'est-à-dire que le commandant de la mission, Alan Shepard, disait « c'est par là », l'autre disait « non, c'est par là ». C'est le commandant qui a le dernier mot. Manque de peau, il avait tort. C'était Mitchell qui avait raison. Donc ils auraient suivi les conseils de Mitchell, ils seraient peut-être arrivés au cratère. Ce qui les a retardés aussi beaucoup, c'est qu'on commençait à ramasser davantage d'échantillons, à faire des expériences aussi parfois en cours de route. Et donc ils avaient à leur disposition une brouette ici qui tirait, sur laquelle ils mettaient les échantillons, il y avait les sacs, etc. Enfin, tout ce qu'il fallait pour faire le travail d'échantillonnage. Et cette brouette, en fait, elle n'arrêtait pas de se renverser, de tomber par terre, etc. Et ça les a beaucoup ralentis et épuisés, en fait, dans leur parcours. Mais comme les copains avaient prévu qu'ils n'arriveraient jamais avec la brouette jusqu'au cratère Cone, ils ont mis un point d'honneur quand même à la faire assurer jusqu'au bout. Et en fait, c'est ce qui leur a coûté de ne pas pouvoir voir le cratère. Donc une mission assez mitigée, mais quand même importante. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'on fabriquait la croûte ici, et puis ce qu'on appelle le manteau en dessous, les roches plus denses, je n'ai pas parlé de cette couche ici qui est juste à la base de la croûte et qu'on appelle d'un nom très bizarre le CRIP. Et on a trouvé, lors de la mission Apollo 14, des échantillons de ce CRIP, ici, que normalement on ne devrait jamais voir, puisqu'il est sous la croûte. Mais lors de la formation du bassin d'impact, l'impact a été suffisamment profond pour atteindre cette couche CRIP et déposer des matériaux de type CRIP au niveau du site d'Apollo 14. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que la théorie dit que du CRIP doit se former à la fin de la solidification de l'océan de magma. Et ce CRIP, on l'a trouvé. Donc ça veut dire que la théorie est bonne, en fait. C'était une preuve comme quoi la théorie de l'océan de magma était valide. Donc les trois premières missions, 11, 12 et 14, on a ramassé que des basaltes. Bon, on commençait à bien connaître les mers lunaires, mais bon, il fallait maintenant quand même s'occuper du problème de la croûte. Est-ce que vraiment elle est faite d'un orthosite ou pas? Il fallait le savoir. Et à partir d'Apollo 15, on a décidé qu'on allait s'attaquer au problème. Entre-temps, on avait beaucoup appris sur les alunissages. Je ne dirais pas qu'on pouvait se poser au mètre près sur la Lune, mais presque. Et on est passé, à partir d'Apollo 15, à de l'exploration vraiment scientifique. Par exemple, pour Apollo 11, Armstrong et Aldrin se sont entraînés à 90% de leur temps avant la mission à poser un module lunaire. Les astronautes de la mission Apollo 15 se sont entraînés à 90% du temps à faire de la géologie sur la Lune. Pourquoi? Parce que l'alunissage était maîtrisé d'un point de vue technique et on pouvait se poser exactement où l'on voulait. Donc on pouvait aller dans des endroits scientifiquement intéressants pour débloquer des questions comme justement en quoi est fait justement cette croûte, est-elle vraiment un orthositique? Donc la mission d'Apollo 15, c'était d'aller chercher ces fameuses anorthosites. Alors pour ça, on les a envoyés dans un site qui est le plus beau site des missions Apollo. C'est vraiment une mission magnifique. On les a envoyés dans une plaine ici, qui est basaltique. Bon, d'accord. Mais tous les massifs qui sont ici sont faits d'anorthosite, théoriquement. Alors, vous avez des massifs ici qui ont l'air assez petits, mais ici, le mont Hadley fait 4000 mètres de haut au-dessus de la plaine ici. Et le mont Hadley Delta, ici, fait 3400 mètres de haut au-dessus de la plaine, ici. Alors, il n'était pas question d'aller grimper, de faire de l'alpinisme sur les massifs. Avec une combinaison spatiale, ce n'est pas possible. Ce n'était pas le but, de toute façon. Mais bon, on pense qu'il y avait des impacts qui étaient arrivés au niveau du massif, ici, et qui avaient sûrement balancé des fragments d'anorthosite dans la plaine. Donc, théoriquement, si on va à la base du massif, on doit trouver des anorthosites. Et c'est ça qu'on est allé chercher. Alors là, l'émission était beaucoup plus complexe.
Jusqu'à présent, on faisait maximum 2 sorties sur la Lune. Là, on en faisait 3. Et on s'éloignait beaucoup du vaisseau. Le module lunaire se posait, on faisait une première sortie le premier jour de 8 heures. Les astronautes venaient rentrer dans le module lunaire, ils se restauraient et ils passaient une nuit. Le lendemain, ils faisaient une deuxième sortie, et puis pareil le troisième jour. Et vous voyez qu'ils parcouraient des distances assez considérables. Alors évidemment, on ne faisait pas ça à pied, ce n'est pas possible de faire ça en combinaison spatiale. Et ils avaient à leur disposition un véhicule, qui était le fameux rover lunaire. Et là aussi, ça a été une grande leçon des missions Apollo, c'est que si on veut faire de l'exploration géologique d'un site, si on veut bien le comprendre, eh bien, il faut échantillonner en beaucoup d'endroits. Si vous échantillonnez en très peu d'endroits, vous n'avez aucune chance, à partir des roches, de reconstituer l'histoire géologique du site. Donc il faut pouvoir aller en plusieurs endroits différents et vite, et le rover permet de faire cela. Donc ils avaient pour mission d'aller chercher, vous avez ici le mont de Delta, le module lunaire est ici, et lors de la première sortie, ils espéraient trouver des anorthosites ici dans une zone qu'on appelle le front, qui est en fait la base, le pied du mont AD Delta. Malheureusement, ils n'ont rien trouvé, donc c'était mal barré pour le premier jour, et la deuxième sortie, ils ont enfin trouvé les anorthosites ici. Ils ont grimpé un petit peu sur la pente jusqu'à peu près une centaine de mètres de haut, pas plus. Les pentes étaient raides, hein, c'est 15 degrés. Même avec le rover, ce n'est pas évident de grimper ça. Et là, ça a été le jackpot. Ils ont trouvé ces fameuses anorthosites. Ils l'ont vu tout de suite. Une anorthosite, vous allez voir, c'est blanc. Ça détonne par rapport à tout le basalte sombre que vous avez autour. Et en plus, cette anorthosite, on aurait dit qu'elle attendait les astronautes. Elle était là, comme sur un piédestal, comme dans une vitrine, dans une bijouterie. Elle attendait là depuis 4 milliards d'années que quelqu'un vienne la ramasser. Donc ils se sont précipités dessus. Ils en ont trouvé d'autres tout autour. Et ce sont ces roches qui ont permis de valider la théorie de l'océan de magma et de savoir comment fonctionnait l'océan de magma. C'est quelque chose de très compliqué. Encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment ça marche. On a beaucoup de modèles théoriques qui essayent de comprendre, mais on est encore très loin en fait, de comprendre exactement ce qui s'est passé. Pour la petite histoire, cette roche, elle a 4,1 milliards d'années, et on l'a appelée Genesis Rock, pensant que c'était la roche la plus vieille qu'on ait ramassée de la Lune. Ça, c'est une mauvaise interprétation d'un journaliste. Après la sortie extravéhiculaire, il y a eu une conférence de presse, et un géologue a parlé de pétrographie et de pétrogénèse. Ce sont des termes qu'on emploie pour étudier les roches. Et le journaliste a mal compris, il a compris que c'est une roche très vieille de la Genèse, donc on l'a appelée comme ça. Voilà. Mais ce n'est pas la roche la plus vieille de la Lune, en fait ils ont ramassé juste à côté, les roches les plus vieilles. Ils ont ramassé la station 7, là où ils ont trouvé la northosite, c'était vraiment une mine d'or. C'était un des endroits de la Lune où on a fait la récolte la plus importante de roches. Vraiment, il y avait là des roches concentrées qui ont amené beaucoup de choses sur le plan scientifique. Et là, on a ramassé un fragment d'anorthosite qui était de 4,5 milliards d'années, c'est quasiment l'âge de la croûte. Apollo 16, donc mission pleinement réussie pour 15. Apollo 16, on les a envoyés alors, dans les Highlands, mais dans une plaine des Highlands, dans un endroit qu'on appelle des Light Plains. Ce sont des plaines qui étaient claires. C'est-à-dire que les Highlands, c'est très cratérisé, mais de temps en temps, vous avez des plaines quasiment plats. Et on s'était dit, c'est peut-être du volcanisme. Un volcanisme qu'on ne connaît pas, un volcanisme de Highland. Et on était persuadé de retrouver là des roches volcaniques, alors qu'on peut trouver sur Terre, il y a des analogues, mais bon, sur la Lune, on pensait les trouver là. Donc, mission d'Apollo 16, John Young et Charlie Duke, c'était de ramener ces fameuses roches volcaniques qui étaient très, très, très énigmatiques. Et quand les astronautes ont fait ça, eh bien, ils ont fait 3 sorties aussi. Premier jour, pas de roches volcaniques. Deuxième jour, pas de roches volcaniques. Troisième jour, pas de roches volcaniques. Toujours. Les géologues s'étaient complètement plantés. En fait, on était dans une région d'éjecta du bassin Imbrium, des roches très particulières, je ne vais pas rentrer dans les détails.
C'était décevant sur le plan volcanique, mais c'était très intéressant sur le plan de la formation des grands bassins d'impact. Les roches qu'ils ont ramassées nous ont énormément appris de choses sur la formation des grandes structures d'impact sur la Lune qui se sont formées il y a à peu près 3,8 milliards d'années. Lors de la mission aussi, ils ont approché le plus grand cratère qu'ont vu des astronautes sur la Lune, le cratère Nofrey, qui fait 950 mètres de diamètre, une profondeur de 230 mètres et qui a un âge de 50 millions d'années. Un cratère relativement jeune pour la Lune. Cratère très profond. Ils ont eu peur d'ailleurs de s'approcher jusqu'au bord. C'est un véritable entonnoir. On a des pentes ici qui descendent très lentement, puis ensuite ça va très profond. Ils n'ont pas vu le fond du cratère, tellement il était profond. Mais bon, ils ont fait des photos rapprochées qui ont permis de comprendre un petit peu ce qui se passait lors des processus d'impact. Je voudrais attirer votre attention ici sur ce bloc, ici qu'on appelle le house rock, qui est un bloc qui fait presque 15 mètres ou 20 mètres de haut pour 50 de large. C'est le genre de blocs qui sont éjectés lors de la formation d'un cratère. Vous voyez que ça balance des trucs qui sont assez costauds. Le rêve de tous les géologues lunaires, ce serait de voir un cratère d'impact se former devant eux. Très mauvaise idée, parce que vous verriez le premier millième de seconde et puis après plus rien. Pourquoi? Parce que vous vous attrapez tous les éjectats et vous avez des blocs de cette taille qui vous tombent sur la tête. En fait. Donc, il vaut mieux être loin quand un cratère d'impact se forme. On le voit ici en arrière-plan. Alors, les astronautes sont allés le voir. Malheureusement, ils n'ont pas fait beaucoup de photos. Ils étaient tellement ébahis par ce cratère et tout. Ils ont fait leur travail géologique. Et bon, ils étaient sur la Lune pour faire du travail géologique, hein, pas pour faire de la photo. Et malheureusement, ce bloc n'est pas très bien documenté. Mais il y en a un autre qui est bien documenté, qui s'appelle Shadow Rock. On le voit ici. Et vous voyez, là, l'astronaute, il est tout petit. Et ça aussi, c'est un truc qui a été balancé lors de la formation de ce cratère. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce type de roches qui ont été ramassées. Certaines sont très énigmatiques. Quand on est dans des highlands, on a la roche originelle qui a été cassée une première fois, puis recollée par le processus d'impact, parce que lors d'un processus d'impact, on casse et on fond. Et donc, les produits de fusion vont recoller le morceau que vous venez de casser. Et puis, vous refaites encore un impact dessus. Vous allez encore recasser et recoller. Si vous faites ça pendant 4 milliards d'années, à la fin, vous avez une roche qui est très compliquée, on appelle ça une brèche d'impact, avec la roche originelle qui a quasiment disparu, et que vous allez retrouver simplement sous forme de fragments dans une brèche, en fait, qui va rassembler beaucoup de choses. Okay. Et c'est là la difficulté des géologues lunaires, c'est de retrouver les roches originelles à partir des fragments qui sont présents dans ces brèches d'impact. La roche que vous voyez ici, elle était très énigmatique parce qu'on l'appelait Rusty Rock. Rusty, ça veut dire rouillé en anglais. Et on pensait qu'au départ, c'était dû peut-être à une contamination lors du transport. Et puis, quand on l'a étudié sur Terre, on s'est dit non, elle est vraiment rouillée. Donc, problème, d'où vient l'eau? La Lune est complètement anhydre. Comment se fait-il qu'elle ait été rouillée? On a refait des études encore quelques années après. On a dit non, en fait, elle n'est pas rouillée. C'est un autre processus. Et puis, on est encore revenu dessus en disant non, c'est de l'eau, sûrement. Donc, vous voyez, cette roche, elle a été ramassée il y a 50 ans, elle fait encore parler d'elle aujourd'hui. Et là, on n'a pas fini encore de l'étudier. La dernière mission, Apollo 17, avec Jens Cernan et Harrison Schmitt, s'est posée aussi dans un endroit assez extraordinaire, la vallée de Taurus Titroff. C'est une vallée qui fait à peu près une quarantaine de kilomètres de long, 20 kilomètres de large, avec pareil des massifs ici qui culminent à près de 3000 mètres au-dessus de la vallée. Et le but, c'était d'étudier encore une fois les basaltes qui étaient dans cette vallée, et surtout des roches qui provenaient de ces massifs. Alors, la mission est très riche, je vais simplement vous montrer deux endroits qui ont été assez phares dans cette mission. C'est le passage au cratère Shorty, et puis aussi la visite d'un gros bloc rocheux qui s'appelle Tracy Rocks. Alors, le cratère Shorty, vous le voyez ici, c'est un cratère qui fait 110 mètres de diamètre. Vous voyez ici le rover, hein, c'est tout petit à côté.
Et là, il y a eu une grande surprise, on a trouvé du sol orange. Alors, trouver du sol orange sur la Lune, c'est la première fois qu'on voyait ça. Donc, ça veut dire que peut-être, éventuellement, c'était dû à du volcanisme, des fumerolles, des choses comme ça. Donc, ça a beaucoup excité les géologues. Il faut savoir que quand les astronautes étaient sur la Lune en train de travailler, il y avait au Mission Control à Houston une salle qu'on appelle la backroom, dans laquelle se trouvaient des géologues qui avaient entraîné les astronautes avant leur mission. Et ces géologues suivaient la mission seconde par seconde et assistaient éventuellement les astronautes sur la Lune s'ils en avaient besoin. Et lors de la découverte du sol orange, ça a été peut-être le moment le plus important dans une backroom. On s'était attendu à ce qu'il y ait une grande découverte de fait. D'ailleurs, les astronautes sont restés plus longtemps que prévu sur site. Ils ont beaucoup échantillonné. Malheureusement, on a déchanté beaucoup lorsqu'on a analysé les échantillons sur Terre. Ce n'était pas du tout une histoire de volcanisme ni rien. C'était simplement une concentration en titane dans des verres qui était variable et qui donnait cette couleur orange en fait au sol. Donc pas de découverte vraiment importante, mais on a cru au moment que ça avait été le cas. Et puis voici Tracy Rock, encore un bloc, lui qui a dévalé d'un massif. Regardez un petit peu la taille du bloc, hein. C'est un truc énorme. Et vous avez ici Schmidt qui est en train de l'observer. Alors qui était Schmidt ? Schmidt était, tous les astronautes qui se sont posés sur la Lune étaient des militaires en fait. C'était des pilotes d'essai qu'on avait formés à la géologie avant, mais ce n'étaient pas des professionnels de la géologie. Ils étaient issus des corps de l'US Air Force, de l'US Navy, des Marines. Ce n'étaient pas des scientifiques. Par contre, Schmidt était un scientifique. C'est un scientifique qui avait été recruté par la NASA, qui a résisté à l'entraînement des astronautes, parce qu'il fallait qu'ils puissent piloter un module lunaire avec son commandant. Il a dû apprendre à voler sur des jets, sur des trucs. Il a été le seul à résister en fait, à cet entraînement et ça lui a valu son ticket sur la Lune. Avoir un professionnel sur la Lune, ça change tout. Dans la vallée de Taurus Litrov, on s'était posé là parce que c'est une vallée qui est très sombre et on avait vu que ces dépôts sombres étaient dus à du volcanisme explosif. Quand vous avez des projections qui sont faites comme ça de magma en l'air, le temps que le magma voyage en l'air, il se refroidit, il y a des petites billes qui se forment, ça retombe et ça vous tapisse le sol en fait de petites billes de verre. On appelle ça du volcanisme pyroclastique. Et on pensait que ce volcanisme pyroclastique, on en trouve sur la Lune par-ci par-là, généralement il est ancien, très ancien même. Et on pensait que dans la vallée de Taurus Litrov, il était par contre très récent. Donc c'est pour ça qu'on est allé dans cette vallée pour voir un petit peu ce genre de volcanisme un petit peu particulier. Et dès que Schmidt est descendu sur la Lune, il n'y avait même pas 30 minutes qu'il était sur la Lune, il a dit non, c'est pas très jeune, au contraire c'est très vieux. Et Schmidt, il a fait ça tout le temps, il a fait de l'interprétation en temps réel, une chose que ne faisaient pas les autres astronautes, et ça a été très bénéfique pour la suite de la mission. Et d'ailleurs, tout ce qu'a dit Schmidt pendant la mission s'est révélé exact à l'analyse des échantillons. Donc il faut vraiment un professionnel sur la Lune. Vous voyez ici Schmidt avec sa visière relevée. Il s'est fait souvent réprimander par la NASA. Les astronautes, on les voyait en direct. Ça, c'est une image faite en direct. Il y avait à l'avant du rover lunaire une caméra qui filmait en permanence les astronautes. Et certains d'entre nous doivent s'en souvenir. À partir d'Apollo 15, on pouvait suivre en direct les astronautes travailler sur la Lune. Et donc on le voyait sans sa visière, et c'est très dangereux de rester sans visière sur la Lune, parce que le rayonnement solaire est très intense. Si vous regardez le Soleil directement pendant plus d'une seconde et demie, vous finissez aveugle. Mais Schmidt, lui, voulait voir la couleur des roches, en fait. Donc c'est pour ça que souvent il relevait sa visière, et il oubliait de la rebaisser. Il se faisait réprimander par Houston. Pourquoi on était allé voir ce bloc en particulier ? C'est parce que, ce bloc, on le voit ici, c'est parce que, vous voyez, il avait dévalé la pente du massif, ici. On peut le suivre à la trace. Donc, si vous allez échantillonner des roches comme ça, qui viennent à différents endroits du massif, ben vous avez des renseignements sur la stratification du massif. Ce n'est pas la peine d'aller grimper sur le massif.
Il suffit d'aller regarder les roches qui sont en bas et de les suivre à la trace, en fait. Et ce genre de choses a permis de reconstituer la stratigraphie des massifs qui se trouvaient autour de la vallée de Taurus-Littrow et de comprendre énormément ce qui s'était passé lors de la formation de plusieurs bassins d'impact dans la région. On a vu clairement associer à différentes strates ce qui venait de tel impact, bassin d'impact, tel autre bassin d'impact, etc. Donc on a encore une fois beaucoup appris sur la formation des grandes structures volcaniques. Et puis pour terminer, les astronautes de la mission Apollo 17 ont ramassé une roche qu'on appelle la Goodwin Rock, qui était destinée en fait à être, on appelle ça la roche de l'humanité, la roche de l'espérance, enfin tout ce que vous voulez. L'idée c'était de ramasser de façon symbolique, parce que c'était la dernière mission. On savait après la mission Apollo 17 qu'on ne retournerait pas sûrement sur la Lune avant longtemps. Donc il y a une petite cérémonie qui a été faite pour cela. Et cette roche a été distribuée à quelques organismes et associations. C'est une roche qui a à peu près 3,7 milliards d'années. Au total, on a ramené 381 kilos d'échantillons lunaires. Ces échantillons lunaires, ils sont stockés bien précieusement dans un seul endroit, qui se trouve à Houston, sur le centre spatial de Houston, dans une chambre forte. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de pénétrer dans cette chambre forte et d'avoir tous les échantillons lunaires autour de moi. C'est un grand moment pour moi. Un peu décevant parce qu'ils ne sont pas exposés en vitrine. Ils sont dans des boîtes sous atmosphère d'azote neutre, etc. Ils n'ont jamais été en contact, pour la plupart, avec l'atmosphère terrestre. On essaie de les préserver tels qu'on les a ramassés sur la Lune. Donc ils sont sous atmosphère neutre pour éviter toute contamination, toute oxydation par l'atmosphère terrestre. Et ces échantillons, on continue de les étudier. Il n'y a pas longtemps, on a ouvert un container de la mission Apollo 17 qui n'avait jamais été ouvert. Apollo 17, c'était il y a exactement 50 ans, le 7 décembre prochain, Apollo 17 décollait, et c'était la dernière mission vers la Lune. Je voudrais vous présenter les astronautes des missions Apollo qui ont marché sur la Lune. Donc Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, Apollo 12, Pete Conrad et Alan Bean, Apollo 14, on a vu Alan Shepard et Edgar Mitchell, Apollo 15, Dave Scott et James Irwin, Apollo 16, John Young et Charlie Duke, et pour la dernière mission, Jens Cernan et Jack Harrison Schmitt, donc le géologue. 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Quand ils ont marché sur la Lune, ils avaient la quarantaine. Vous ajoutez 50, ils ont 90 ans passés, et malheureusement, il n'en reste plus que 4 de vivants à l'heure actuelle sur les 12. Ce sont Aldrin, Dave Scott, Schmitt et Charlie Duke. On a fait un tour vraiment rapide des choses. Je pense que Jessica reviendra un petit peu sur la géologie lunaire la semaine prochaine. Moi, je veux simplement vous montrer un petit peu, mettre un petit peu l'accent sur les découvertes importantes qui ont été faites lors de certaines de ces missions. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je vous... Voilà, merci Serge. Je crois que juste que vous vouliez aussi dire que vous aviez écrit un livre oui, alors intéressant. Dans une conférence, on ne peut pas tout dire. Ça prend des heures, voire des jours. Ça se terminera en cours même, et ce n'est pas le but. Donc j'ai écrit des bouquins. J'en ai écrit un en 2018 avec des co-auteurs, mais bon, je suis quand même à 90% auteur de ce bouquin. C'est le bouquin qui est à gauche. Et puis un autre en 2019 qui, lui, vraiment vous raconte ce que je vous ai raconté, mais vraiment dans le détail. C'est-à-dire que je reprends... ce livre raconte comment, au fur et à mesure des missions Apollo, la science s'est mise dans le programme. Tout ça, je ne l'ai pas dit au départ, mais c'est parti d'un discours du président Kennedy en 1961
qui, voyant que les Russes faisaient les grandes premières spatiales, le premier satellite en orbite autour de la Terre, le premier homme autour de la Terre, s'était dit qu'est-ce qu'on peut faire de nous les Américains pour être les premiers à faire une grande première spatiale. Et là on lui a dit c'est envoyer un homme sur la Lune. Donc Kennedy a dit d'accord, on envoie un homme sur la Lune. Mais il n'a pas dit ce que ferait cet homme sur la Lune. En fait. Et au départ on ne savait pas trop quoi faire. Mais heureusement les scientifiques étaient là et ils ont attendu patiemment que la technique, comme je vous l'ai dit, se mette en place pour, à partir de la mission Apollo 14, 15, 16 et 17, de faire de véritables expéditions scientifiques sur la Lune. Et c'est ce qui est raconté très très en détail dans ce bouquin. Dites Serge, j'ai une question. Quand on est géologue, spécialiste comme ça, on a envie peut-être d'aller marcher sur la Lune, non? Oui. Non? Mais vous pensez que vous allez y aller habillé comme ça? Non, mais j'espérais vraiment y aller. Parce que quand j'ai vu Neil Armstrong marcher sur la Lune, j'avais 13 ans. Et c'est de là que ma passion était partie. Et alors, d'ailleurs, je crois qu'il vous manquait ça pour aller sur la Lune. Je vais m'arrêter parce que nous avons la visite d'un astronaute. Nous avons la visite de Dave Scott, le commandant de la mission Apollo 15, qui vient nous rendre visite. Les marches sont peut-être plus difficiles que celles du LEM. Voilà. C'est une reproduction exacte de la combinaison spatiale de la mission Apollo 15. Tout va bien, cher ami? Voilà. Je comptais un petit peu. Ouvre-moi la deuxième visière. Bon, ça fait rien. Allez, hop. C'est bon. Voilà, donc, mesdames et messieurs. Bonjour Dave. Comment vas-tu, Dave? J'ai eu la chance de rencontrer, heureusement, Dave très souvent. J'ai rencontré plusieurs astronautes. Dave, j'ai appris qu'il y avait une conférence sur la Lune. Donc, je suis venu. Okay. Bonjour à tout le monde. Okay. Voilà, donc, on va peut-être préciser, est-ce que c'est une vraie combinaison réelle de la NASA? Une réplique de la combinaison depuis Apollo 15 jusqu'à Apollo 17. Donc on reconnaît les bandes rouges, c'était le commandant. Enfin, je pense que Serge a dû vous l'expliquer. Non, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié. Voilà. Et donc, en fait, c'est un vaisseau spatial, puisque là-dessus, on a l'eau, l'oxygène, la communication, on respire, on bouge comme on peut. Et je pense que les astronautes ont dû souffrir. Ce que je subis dans la combinaison, je pense que les astronautes ont dû subir. Parce que là, vous voyez, j'ouvre la bulle. Eux, ils ne pouvaient pas ouvrir la bulle, tout simplement. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des passionnés fous qui vont jusqu'à faire des combinaisons, mais vous pouvez dire, vous êtes d'un club d'astronomie, juste pour dire qui... Oui, de toute façon, quand on a connu le premier homme sur la Lune, ça nous marque à vie, comme a dit Serge. C'est clair, voilà. Et vous n'êtes pas de tout près. Pardon? Vous venez pas d'Alsace, si? Non, on vient d'un petit pays qui s'appelle la Moselle. Voilà. Il y a des astronautes en Moselle. Juste petit clin d'œil, parce que c'est important localement. Vous le savez peut-être ou pas. Dans Apollo 9, l'astronaute Schweikert a des origines, de par son père, alsaciennes. Il vient de Lembach et il est citoyen d'honneur. Et d'ailleurs, juste clin d'œil aussi, il semble que c'est lui qui a testé le premier le scaphandre en sortie extravéhiculaire à bord d'Apollo 9. Voilà. Donc ça se rejoint. Voilà. Donc c'est Hervé Laure. Je voudrais vraiment vous remercier. Et non Dave Scott. Et non Dave Scott. Et Hervé a lui-même fabriqué cette combinaison qui est vraiment bluffante parce que c'est la reproduction exacte. La combinaison initiale faisait 82 kilos. Voilà. Mais un sixième du poids sur la Lune, évidemment. Moi, je porte plus avec mes 40 kilos de combinaison. Alors, sur cette combinaison, on peut peut-être rapidement détailler quelques... La combinaison servait à protéger thermiquement des chocs thermiques sur la Lune. Sur la Lune, quand vous êtes au Soleil, vous êtes à peu près... Alors, si vous attendez midi, vous avez le Soleil direct, mais les astronautes des missions Apollo allaient sur la Lune au petit matin, en fait, en 9h, heure locale. Mais il fait déjà 100 degrés, à peu près. Et quand vous passez dans l'ombre du module lunaire, vous descendez à moins 150 degrés. Donc, il faut une combinaison qui vous protège de façon des chocs thermiques et aussi du bombardement micrométéoritique. Elle était faite pour absorber des
des impacts de micrométéorites, à condition que ça n'arrive pas dans le casque, évidemment, sinon là c'était terminé. Mais bon, si une micrométéorite venait par exemple toucher le bras ici, vous sentez que ça pique, hein. Mais pas de panique, vous mettez le gant sur le bras, et puis vous pouvez rentrer tranquillement dans le module lunaire, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme l'a dit Hervé, c'est un véritable vaisseau spatial intégré sur un homme, et donc il faut amener l'oxygène. Alors cet oxygène, il est ici derrière, on a ce qu'on appelle le PLSS, ici, qui contient la réserve d'oxygène. Ça contient de l'eau aussi, parce que dans la combinaison, on peut avoir chaud et on peut avoir froid par moment. Donc il y avait une régulation par de l'eau dont on pouvait faire varier la température, et cette eau passait dans des petits canaux au niveau des sous-vêtements. Donc on pouvait se rafraîchir ou se réchauffer sur la Lune. Au-dessus, il y avait le système de communication. Et puis les poches pour mettre des instruments. Je sens qu'il a envie de terminer sa mission. Voilà, je pense que Hervé est en train de... Donc j'invite, là je me change, s'il y en a un qui veut venir essayer, pour voir. Là tout de suite, ils disent non, hein, c'est ça. Hein. Voilà, merci encore. Merci Hervé. Merci. On va laisser la parole à la salle pour les questions, les interventions. Voilà, on a encore une bonne vingtaine de minutes. Okay. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, je n'avais pas fini de répondre à la question précédente. Oui. Effectivement, j'aurais aimé marcher sur la Lune. Et quand j'avais 13 ans, je me disais, bon, vu comme c'est parti, parce que l'émission Apollo, quand on était Apollo 11, on prévoyait d'aller jusqu'à Apollo 18, 19, même au-delà. On prévoyait de faire une base lunaire, on prévoyait de faire beaucoup de choses. Donc je m'étais dit, quand tu auras 40 ans, tu as des chances d'aller sur la Lune. Malheureusement, le programme a été arrêté avant pour des questions budgétaires. Les Américains étaient empêtrés dans la guerre du Vietnam, ça leur a pris beaucoup d'argent. Enfin bref, les 3 dernières missions ont été arrêtées, ce qui permet d'ailleurs aujourd'hui d'avoir des Saturne V dans des musées, parce qu'elles n'ont pas décollé du coup. Mais bon, le programme s'est arrêté et les Américains sont partis sur le programme de navette spatiale. Le programme de la navette spatiale a démarré pendant les missions Apollo. Donc c'était terminé pour la Lune, et c'est aujourd'hui où j'arrive en fin de carrière que ça repart. Et voilà. Malheureusement. Mais heureusement, je me trouve quand même impliqué dans des expériences à faire sur la Lune avec les astronautes des futures missions. Alors, des questions dans la salle? Des interventions, des réflexions? Oui, j'arrive. Merci pour cette présentation. Comment s'est formé le relief sur la Lune? Est-ce que c'est uniquement dû aux impacts? Oui, est-ce qu'il y a un autre phénomène? Quand vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure des massifs, je vous ai dit qu'ils culminaient à 3000, 4000 mètres. Quand vous formez un bassin d'impact, 1000 km de diamètre à peu près, vous formez des systèmes d'anneaux montagneux concentriques qui atteignent ces altitudes. Donc en fait, les montagnes lunaires sont uniquement le résultat de gros impacts, de la formation de bassins d'impact sur la Lune. Alors, question suivante. Oui. Est-ce qu'on peut savoir s'il y avait une activité fluviale sur la surface de la Lune? Est-ce qu'il y a eu des rivières, des fleuves? Aucune Jamais. Trace, jamais. Et l'eau, sous forme de glace, en profondeur? Non plus. La seule présence d'eau que l'on voit sur la Lune, c'est au niveau des pôles. Au niveau des pôles, par définition, l'éclairage est rasant. Okay. Et donc on a des cratères qui ne voient jamais la lumière du Soleil. Donc là, si vous mettez de l'eau par des dépôts d'impact cométaire ou autres, et que vous mélangez cette eau avec du régolithe, dans du sol lunaire, ça peut rester. Malgré les très faibles pressions, ça peut rester, parce que les températures sont vraiment très basses. C'est moins de 250 degrés dans ces endroits-là. Donc l'eau peut subsister. Et c'est d'ailleurs, le programme Artemis va aller dans les régions du pôle Sud, implanter un embryon de base lunaire pour justement avoir cette ressource
en eau, sauf qu'il va falloir aller la chercher au fond de ces cratères, ça ne va pas être simple. On a aussi des présences d'eau, mais qui est très, très temporaire, à des endroits à haute latitude aussi sur la Lune. Là, c'est le vent solaire qui envoie des protons, et ça peut de temps en temps faire de l'eau, mais bon, ça reste pas longtemps. Mais c'est des processus qu'on connaît encore très mal. On détecte à certains endroits la présence d'eau. On ne sait pas si cette eau elle est vraiment en surface, si elle est mêlée au grain du sol lunaire, si elle est interstitielle, on ne sait pas. C'est des très faibles quantités de toute façon. Vous allez, même quand on dit qu'il y a beaucoup d'eau sur la Lune, c'est quand même plus sec que le plus sec des déserts sur Terre. D'autres questions? Merci beaucoup pour cette présentation vivante. La face cachée de la Lune, est-ce qu'elle va nous apprendre quelque chose de plus? Alors, la face cachée de la Lune est très énigmatique pour l'instant. La Lune, en fait, a deux faces. Une face visible qu'on voit depuis la Terre, et puis la face qu'on appelle cachée, qu'on ne voit pas depuis la Terre, hein, mais qu'on voit si on va évidemment contourner la Lune ou si on se déplace un petit peu de la Terre. Si on regarde la face visible de la Lune, on voit beaucoup de mers lunaires, par exemple. Si on regarde la face cachée de la Lune, il n'y en a pratiquement pas. On sait que la croûte est plus épaisse d'environ 17 km du côté de la face cachée que du côté de la face visible. C'est sûrement dû au fonctionnement de l'océan de magma qui n'a pas marché pareil. Un océan de magma sur toute une surface comme la Lune, c'est quand même grand, donc ce n'est pas homogène partout. Donc ça n'a pas marché pareil du côté de la face visible que du côté de la face cachée. On s'aperçoit aussi que du côté de la face cachée, les magmas en profondeur ont été produits en beaucoup moindre quantité. Donc ça veut dire que la face cachée de la Lune s'est refroidie plus rapidement que la face visible. Tout ça, c'est des questions auxquelles on ne sait pas répondre à l'heure actuelle. On a un besoin de retourner sur la Lune. Je vous ai dit, on a 380 kg d'échantillons qui viennent de 6 endroits différents de la Lune. Comment voulez-vous qu'on raconte l'histoire de la Lune avec ça? Alors, depuis les missions Apollo, moi c'est mon métier, on a prolongé nos connaissances sur la Lune en faisant des missions de télédétection, en regardant les rayonnements qui est réfléchi par la Lune. On fait de la spectroscopie, on fait de la spectroscopie gamma, de la spectroscopie neutrons, qui renseigne sur la présence des minéraux. Et si vous donnez à un géologue des minéraux, il va remonter au type de roche. On a aussi des abondances en éléments. Donc on se sert de tout ça pour faire de la géologie sur la Lune, identifier des types de roches. Parfois, on est assez confiant dans ce qu'on propose. Parfois, on ne sait pas trop. On peut faire tout ça parce qu'on se rattache aux échantillons qui ont été ramenés par les missions Apollo. On s'aperçoit que si on fait de la spectroscopie de réflectance sur un site Apollo, on trouve exactement le type de roche qu'ils ont ramassé. Donc, on appelle ça des vérités terrain, ce sont des contrôles, en fait. Mais il y a des endroits, comme du côté de la face cachée, où on ne sait pas trop ce qu'on a comme type de matériaux. Et par rapport aux missions Apollo, aujourd'hui, on sait exactement où il faut aller pour débloquer des questions scientifiques sur la Lune. Si, par exemple, on veut étudier le volcanisme très ancien, il faut aller voir les dômes de Gruithuisen qui sont en bordure du golfe des Iris sur la Lune. Si on veut avoir des roches représentatives de base de croûte, il faut aller du côté de la face cachée et échantillonner dans le grand bassin d'impact de South Pole Lake. Donc on connaît maintenant tous les endroits où il faut aller. Avoir la roche en main aussi, c'est important parce que on ne sait pas encore déterminer les âges à distance. On essaye en regardant les processus de cratérisation. En principe, plus une surface est ancienne, plus elle est cratérisée. Et plus elle est jeune, moins elle est cratérisée. Mais ça donne des âges, mais qui ne sont pas très précis. Il faut absolument avoir la roche, l'étudier en laboratoire, et là, vous aurez son âge absolu, de façon directe. Donc il y a beaucoup d'événements qui sont produits sur la Lune dont on ne connaît pas vraiment encore les âges. Donc on attend un retour sur la Lune, ça fait 30 ans qu'on attend ça, hein, un retour sur la Lune pour compléter l'échantillonnage et pour
Aller plus loin, parce qu'on est allé quasiment au bout des méthodes que l'on pouvait utiliser par des moyens de télédétection. En ce moment, on arrive vraiment au bout. On a besoin de nouveaux échantillons pour progresser sur la Lune. Et je peux vous dire que des progrès, il y en a à faire. Il y a beaucoup de choses que l'on ne connaît pas sur la Lune. Il y a du travail pour des générations et des générations d'astronomes sur la Lune. Donc, en fait, on sent un Serge Chevrel dans l'éternel débat entre robots et humains qui serait plutôt du côté il faut absolument aller humain sur la Lune. Il faut les deux. J'ai travaillé beaucoup sur ce sujet et j'ai d'ailleurs repris le site d'Apollo 15 et j'ai imaginé qu'on ait envoyé des robots en précurseur pour tâter le terrain et voir comment on aurait pu mieux faire de l'échantillonnage sur la Lune. Et effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, les astronautes, surtout des missions Apollo, ne sont restés que 3 jours sur la Lune. C'est très peu. Imaginez que vous ayez des robots à côté. Ils peuvent continuer le travail après que vous soyez parti. L'exemple du sol orange que je vous ai montré, les astronautes sont passés près du cratère Shorty. C'était un arrêt qui était programmé. Mais il y avait des contraintes pour rentrer dans le module lunaire à un certain moment, parce que vos réserves s'épuisent, l'astronaute est fatigué aussi, donc il devait s'arrêter, alors je ne me rappelle plus, je vais dire 20 minutes à Shorty, on leur donne une extension de 10 minutes, mais pas plus. Au bout d'un moment, Houston il dit « vous arrêtez tout et vous rentrez ». Et là, les astronautes, ils n'ont rien à dire, hein. Ils doivent s'exécuter, c'est des questions de sécurité. Imaginez qu'on ait envoyé des robots travailler avec les astronautes, après leur départ, ils seraient retournés sur le site et ils auraient fait des choses. Donc les deux sont essentiels. Comme je l'ai dit, il faut l'œil exercé du scientifique, du géologue qui est sur la Lune. Ça, c'est primordial parce qu'on avance très vite. Les missions 15, 16 et 17, les astronautes ont parcouru jusqu'à 30 km sur la Lune. Et ils ont compris le site avant même d'être partis. Après, ça a été complété par les analyses qu'on a fait au sol. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec Perseverance ou ce qui s'est passé avec Curiosity. Pour faire les 30 km, on a dû mettre 2 ou 3 ans. C'est très lent. C'est très lent, c'est frustrant, c'est très frustrant, moi je peux vous le dire. Hein. Alors qu'un bonhomme, il vous fait ça très vite. Et si vous envoyez un spécialiste... Plusieurs fois, Schmitt a dit il y avait un arrêt qui était programmé, disons, à 1 kilomètre de là. Il dit c'est pas la peine d'y aller, on a les mêmes roches qui sont ici. Donc on gagne du temps, on gagne, et c'est un rapport qualité-prix sur la science qui est énorme. Donc il faut l'humain et le robot. Les astronautes aussi perdaient beaucoup de temps à chaque fois qu'on ramassait un échantillon, il fallait le photographier, il fallait faire un tas de choses. Moi, j'ai travaillé sur des processus sur lesquels l'astronaute pourrait être accompagné d'un robot. Il suffit que dans son casque, il y ait un type de vision tête haute. L'astronaute regarde un échantillon. Le robot comprend que c'est ça qu'il va échantillonner. Il commence à faire les photos. Et l'astronaute n'a plus que le ramasser. Vous ramassez 2 fois plus ou 3 fois plus d'échantillons. Sachant qu'on fait des sorties qui ne durent pas plus de 7 heures ou 8 heures, parce que dans une combinaison spatiale, on ne tient pas plus de 7 heures. Avoir un assistant robot avec soi, c'est énorme. Mais c'est passé, ça? Non. Non, c'est ce qu'on propose. D'ailleurs, pour Artemis et ses prochaines missions, le scientifique arrive à passer des projets assez facilement ou ça reste compliqué? Non, maintenant, avoir des scientifiques dans le corps des astronautes, c'est simple. On fait ça depuis très longtemps. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont allés dans l'espace, dans l'ISS, dans la navette spatiale. Le scientifique n'a pas besoin d'apprendre à piloter. Il y a 2 pilotes qui pilotent, et puis après, les scientifiques, ils étaient quasiment dans la soute, on va dire, enfin en tout cas à l'arrière-plan, et ils faisaient leur travail une fois en orbite. Ils ne touchent pas aux commandes. Surtout pas d'ailleurs, on ne veut pas qu'ils touchent aux commandes. Donc chacun a sa partie. Donc quand on enverra des ondes sur la Lune, il y aura les pilotes, les gens qui poseront les vaisseaux, qui sont entraînés pour ça, et puis il y a le scientifique qui débarquera pour travailler. Vous aviez encore une question ?
Est-ce qu'on peut retrouver de ce sol lunaire dans d'autres endroits? On n'y est pas été, mais est-ce qu'on peut présager qu'on pourrait trouver ça ailleurs? Mars est à 80 millions de kilomètres, c'est pas si loin. Alors, sur toutes les surfaces planétaires, surtout les surfaces planétaires où il n'y a pas d'atmosphère, vous allez développer, vous imaginez que vous avez une roche, une belle coulée de basalte qui se met en place il y a 3 milliards d'années, 6 milliards d'années. Elle va subir le bombardement micrométéoritique, donc vous allez la casser petit à petit, jusqu'à avoir de la poussière, et c'est ça qui forme le régolithe, et qu'on appelle plus vulgairement le sol lunaire. Donc ça se développe partout. Il y a un régolithe sur Mars aussi, mais il est un petit peu plus compliqué parce que le régolithe lunaire, lui, est mécanique. C'est-à-dire qu'il résulte de l'action du bombardement micrométéoritique et aussi du vent solaire, du rayonnement cosmique et de tout ça. Sur Mars, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une interaction avec l'atmosphère. Si l'atmosphère est chargée d'eau, par exemple, ce qui arrive à certaines périodes, ça va influencer, ça va altérer la roche. Donc c'est beaucoup plus complexe. Sur les astéroïdes, il y a du régolithe de type lunaire, mais qui est différent. Pourquoi? Parce que les processus d'impact sont différents. La gravité est plus faible, donc vous éjectez dans l'espace une grande partie du matériau. Ce qui reste, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas bien encore. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux astéroïdes, pour voir un petit peu quel est le type de régolithe qui se développe sur les petits corps par rapport à un grand corps planétaire comme la Lune. Bien, il va falloir conclure. En conclusion, Serge, si vous étiez notre guide sur la Lune, à notre public, quel est pour vous le plus bel endroit de la Lune? Je vous emmènerai dans la vallée de la plaine de Hadley, la mission Apollo 15, parce que vous êtes dans une plaine et vous avez autour de vous des massifs qui sont à 4000 mètres. Et les astronautes de la mission Apollo 15, ils n'arrêtaient pas d'arrêter, c'est fantastique, c'est incroyable. C'est des paysages pas possibles, grandioses. À la fin, ils disaient, on sait que vous en avez marre, on vous dit toutes les 5 minutes, c'est grandiose, mais c'est vraiment comme ça. Et les astronautes qui ont été sur la Lune ont tous été marqués par les paysages lunaires qui sont d'une beauté extraordinaire. Et d'ailleurs, la personne qui a le mieux résumé ça, c'est Aldrin. Dès qu'il a mis le pied sur la Lune, il s'est retourné, il a dit « c'est une magnifique désolation ». Tout est dit. Voilà, ce qui n'était pas le cas de notre conférence de ce soir. Voilà. Merci beaucoup, Serge. Deux rendez-vous. Un qui laissera une petite place à la Lune, mais qui sera plus général. Si vous avez envie de vous promener un petit peu plus loin que Strasbourg, venez à Grèzevillers ce samedi, puisque toute la journée à partir de 10h, nous avons des activités dans le cadre d'Alsacience. Ça s'appelle Allô l'univers, ici Grèzevillers, avec plein d'animations autour du système solaire, de l'univers, et un film avec un débat avec le directeur de l'Observatoire le soir à 20h, donc si vous êtes intéressé. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on vous l'a déjà soupçonné, avec Jessica Flau et sa doctorante pour vous parler encore plus en détail de cette recherche sur les roches lunaires, sur la géologie lunaire. Et Jessica est vraiment une des spécialistes. Voilà, merci, bonne soirée.